Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes bien au midi du numérique. Aujourd'hui, nous allons parler du DMP pour les établissements pour les établissements qui ont une partie médicale, donc plutôt masse femmes. Je vous rappelle quelques consignes, mais alors pour ceux qui viennent régulièrement, vous avez l'habitude. Donc c'est un webinaire, donc d'office, vous n'avez pas vos caméras et micros. Néanmoins, vous pouvez, en cliquant sur participer, monter sur scène et dans ce cas-là, prendre la parole avec ou sans caméra à votre convenance. Vous pouvez également poser vos questions dans le chat et faire vos remarques, commentaires, pareil, en utilisant le chat. Et je vous rappelle que le webinaire est enregistré. Donc, les interlocuteurs du collectif en PACA sont Nadège Vanessa qui est intervenue tout à l'heure, moi-même, Mehdi Yasmi et Philippe Passy qui est ici présent et qui va vous parler du DMP. Les meetings numériques, donc vous savez qu'on a des cycles. Donc là, on est sur le cycle référentiel et service socle à 13h. Et aujourd'hui, nous sommes, je me cherche, le 22. Donc, on en est au DMP pour les femmes masses et EHPAD. La semaine prochaine, on sera de nouveau sur le DMP, mais plutôt pour les établissements non médicalisés. Et ensuite, on terminera ce cycle avant les vacances par e-parcours pour mes équipes. Voilà. Et vous pouvez voir tous les précédents en replay. On vous redonnera à la fin les replays. Donc aujourd'hui, le DMP, pourquoi, comment et puis les ressources comme d'habitude et surtout vos questions. Effectivement, le sujet du jour, focus sur le DMP, ce qui se passe au niveau de cet outil-là pour les équipes médicalisées dans les établissements médico-sociaux. Alors pourquoi faire ce focus et pourquoi le DMP deux fois pourquoi finalement. Depuis l'année dernière, le milieu de l'année dernière, on ne peut plus créer de DMP, que ce soit à l'initiative de l'usager lui-même, du patient, ce n'est plus possible, et les professionnels non plus, puisque il y avait cette phase de préparation de l'arrivée de mon espace santé, dans cette phase dans laquelle il y avait la création systématique de tous les DMP pour tous les assurés sociaux et leurs ayants droit. Mon espace santé, donc, c'est une surcouche, on va dire, une enveloppe qui intègre l'accès au dossier médical partagé et qui offre un certain nombre d'autres services dont on fera écho plus tard, dans la messagerie sécurisée citoyenne, un agenda et puis un catalogue d'applications qui viendra enrichir en fonction du besoin de l'utilisateur et de l'offre de services qui sera mise en avance par des éditeurs. Ce qui nous concerne donc, c'est aujourd'hui le dossier médical partagé, et voilà pourquoi on ne pouvait plus en créer. Pardon. Pourquoi finalement c'est intéressant aussi pour le secteur médico-social d'avoir un dossier médical partagé? Eh bien, cette illustration montre la richesse des intervenants autour du parcours de l'usager dans un établissement. Et donc, on voit, je ne vais pas tous les lister, mais on voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs avec qui on doit partager de l'information. Un petit préambule aussi, quand on dit aujourd'hui dans le secteur de la donnée de santé, on l'entend avec un gros S majuscule, on l'entend sous la définition de l'OMS, la santé qui inclut tout ce qui touche au bien-être de la personne et pas seulement la partie purement médicale. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir utiliser ces outils-là, le DMP et la MSS, pour dialoguer avec des structures avec lesquelles on n'était a priori pas habitués, en tout cas qui ne sont pas communes dans le secteur sanitaire, par exemple.
finalement, l'intérêt de ce dossier médical partagé, c'est de continuer à ce que les professionnels puissent avoir un espace de stockage et d'échange d'informations entre professionnels, mais avec l'usager. Hein, c'est la vraie volonté de cette illustration comme celle d'avant, c'est vraiment le patient, l'usager au cœur du système. Et donc, c'est avec lui qu'on partage. On sait que dans le secteur médico-social, on a une foultitude d'activités pour l'accompagnement des personnes. Et donc, on a dans l'ensemble de ces personnes, certaines qui sont parfaitement en capacité d'interagir, d'autres qui vont être un peu plus éloignées, mais en tout cas, pour celles et ceux qui en sont en capacité, ben, c'est important de leur donner la capacité de le faire et de leur donner les outils pour le faire. Parmi les outils, il y a l'outil organisationnel, hein, donc partager des informations avec elles, les rendre actrices de leur parcours. Donc là encore, on illustre bien hein, la panoplie de documents et de professionnels avec qui on va pouvoir interagir. Pour répondre au secteur du médico-social, hein, ce que je disais, rendre l'usager acteur de sa santé, eh bien, on a également élargi le périmètre de ce que portait habituellement le DMP avec un ensemble de documents qui touchent plus à la nature de l'activité du médico-social. Et de fait, puisqu'on partage davantage de documents, eh bien, on élargit également le nombre de professionnels habilités à accéder à un DMP avec une matrice d'habilitation qui gère quand même les droits d'accès en fonction de la nature du document. Quelqu'un qui va être plus dans la compétence sociale, éducateur, cordeau, a tout intérêt à partager un document. Par contre, n'a pas vocation à voir les résultats, les échanges purement sanitaires. Et vice-versa. Le médecin n'a pas forcément besoin de voir le plan personnalisé. Donc, matrice d'habilitation qui permet d'avoir une grille de lecture entre quels sont les documents qui sont partageables via le DMP et qui sont les personnes qui peuvent y accéder. Pour rentrer un petit peu dans le cœur du sujet, voilà 3 slides qui vont vous montrer ce qu'on va pouvoir demain partager avec un focus hein, sur le côté vraiment médico-social, en plus de tout ce que vous connaissez comme habitude autour du DMP. Donc là, on est sur un focus autour des acteurs du domicile, où le volet de synthèse médicale et l'ordonnance, la prescription issue de la médecine de ville vont être poussés via le DMP ou la MSS, et ou, d'ailleurs, à chaque fois c'est un et ou, le compte-rendu de labo, une lettre de liaison de sortie et un dossier de liaison d'urgence en flux de retour quand on revient d'un séjour hospitalier, aux urgences par exemple. Tout ça va devoir transiter encore une fois via le DMP, s'interfacer avec le dossier de l'usager, on va pouvoir y accéder à travers le dossier usager. Et puis en sortie, pour ces acteurs-là du domicile, on va retrouver le projet personnalisé, et puis des documents aussi, le DLU, qui va du coup boucler avec l'entrant côté sanitaire. Même exercice sur des populations qui accompagnent plutôt les personnes âgées. On retrouve quasiment les mêmes documents en entrant. Et vous voyez qu'en sortie, là, on a un petit peu plus de documents. On retrouve une prescription, une ordonnance, un volet de synthèse médicale, une lettre de liaison d'entrée, parce que la personne doit être prise en charge par un professionnel du sanitaire, sort de l'établissement, et la lettre de liaison peut être partagée via le DMP, en transitant via le DMP, pour que l'autre professionnel puisse en prendre connaissance. Toujours le DLU. Et c'est vraiment un outil de parcours, en fait. C'est vraiment pour faciliter le parcours des usagers. Donc, c'est vrai que comme ça peut être encore une couche supplémentaire. Mais en réalité, c'est censé être relativement transparent parce que ça va circuler par les outils existants. Et
et fluidifier vraiment le parcours des résidents, des usagers qu'on accompagne, enfin, là, principalement des résidents, vu que c'est du médicalisé. Tout à fait. Bon, je vais vous épargner la lecture globale de cette slide. Hein. Vous avez compris le principe. C'est là aussi pour les personnes en situation de handicap, des spécificités des documents du secteur qui vont également pouvoir, en entrant ou en sortant de l'établissement via le DUI, typiquement, pouvoir être partagés entre le professionnel et l'usager. Et là, on voit qu'il n'y a pas que du soin pur. Parce que Ça. attestation de résidence, par exemple, voilà. Exactement. Et donc, on reviendra plus en avant sur ce sujet. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Bon teasing. Alors, ok, maintenant on a compris pourquoi partager via le DMP et la particularité, le bonus qu'on a obtenu pour le secteur médico-social, élargissement du nombre de documents et bien être entré dans le périmètre des acteurs qui peuvent échanger. Et alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Alors, pour le professionnel, j'ai envie de dire, ça ne change pas dans un premier temps. Les professionnels de santé peuvent continuer à accéder comme ils le faisaient via leur portail DMP Accès Pro. Et ce qui est un petit peu nouveau par contre, c'est la possibilité via le dossier usager, pourvu qu'il soit compatible avec ça, il y aura de la possibilité d'interfacer, d'aller directement dans le dossier de la personne que je suis en train d'accompagner en ce moment. Je vais le dossier usager de telle et telle personne, et j'aurai quelque part, en fonction bien sûr de votre éditeur, un lien, un bouton, une interface qui me permettra d'accéder à son DMP. Donc, je suis professionnel, j'ai un accès DMP, très bien, je continue à l'utiliser à côté, mais je suis aussi dans mon dossier d'usager en train de faire des prescriptions sur cette personne, et je peux voir directement dans le DUI les éléments qui sont posés dans le DMP. Et puis, encore une fois, pour l'usager, je vous ai mis 2 copies d'écran là, de mon espace santé. On va retrouver tous et toutes cet accès au dossier partagé. Comment ça se passe au niveau du partage et de l'accès à ce DMP? Donc, c'est l'usager qui a la main quand même là-dessus. C'est lui qui désigne les personnes qui ont le droit et les documents qui sont partageables, avec des notions de durée, qui peut être soit limité dans le temps, soit un petit peu permanent. Et encore une fois, aussi sur la catégorie de documents, le type de document qui peut être partagé. C'est également gérable par le médecin traitant, cette notion de partage de documents. Ça, si un usager, à un temps donné, n'avait pas souhaité partager un document et qu'il advient dans son parcours de soins que ça devient nécessaire, son médecin traitant peut prendre la main et autoriser le partage un peu plus large. Ces autorisations sont parfaitement révocables et à la main de l'usager. Donc, c'est assez modulable, assez souple. Et puis, une notion quand même de bris de glace. Tous les professionnels de santé peuvent forcer un petit peu l'accès. On pense à une entrée aux urgences. Où là, voilà, on n'a pas anticipé les choses. C'est parfaitement compréhensible. Et de fait, pour pouvoir quand même profiter de tout le potentiel qui renferme le DMP, les professionnels ont la possibilité d'accéder un petit peu urgente en s'affranchissant d'un accord préalable de la personne. Mais tout ça est tracé, bien encadré. Toujours dans les comment, on rentre un peu plus dans le vif du sujet et on a un petit peu à anticiper certaines actions, et notamment la commande de cartes. Pour pouvoir être habilité à accéder à un DMP, il faut être reconnu comme un professionnel de santé, encore une fois avec le grand S. Donc les professions en ordre, il n'y a pas de sujet, c'est déjà dans les mœurs et dans les pratiques. L'ordre des médecins, l'ordre des infirmières donne un numéro de professionnel qui donne le droit à avoir une carte professionnelle de santé.
Pour les autres acteurs, eh bien, il y a une disposition qui permet d'inscrire ces personnes-là et de leur donner une identité numérique pour pouvoir accéder à ces services, DMP entre autres. Donc, ça passe par l'anticipation de la commande de ces cartes, parce qu'il y a un petit process administratif, il faut s'enregistrer et ensuite avoir une carte d'établissement qui permet, elle, de commander des cartes pour les professionnels. Donc, on fait quand même quelques semaines, peut-être un petit trimestre, je pense, pour régler ce prérequis-là de commande. Et où est-ce qu'on commande les cartes? Auprès de l'ANS. Auprès de l'ANS. Je le mettrai dans les liens pour aller plus loin. Ensuite, c'est bien, on a la carte, mais il nous faut également un lecteur de cette carte. Là, c'est sûrement dans la majorité des cas le plus classique, ça va être d'avoir des lecteurs de cartes double fente avec une fente pour la carte vitale et une fente pour le professionnel. Donc finalement, comme le cabinet libéral, quand on va tous chez notre médecin, donc il faudra que vraisemblablement à l'accueil et également à l'infirmerie, voire peut-être si vous avez des cabinets de médecins en interne dans vos établissements, probablement prévoir d'équiper ces trois acteurs-là, de lecteurs, double fente, je pense que c'est le plus simple. Après, vous pouvez faire le choix d'avoir 2 petits lecteurs monofente, peu importe, tous les coups sont permis, pourvu que vous ayez équipé ces postes-là de lecteurs. À faire une fois, un petit travail de configuration, installer un petit plugin qui va bien, installer le lecteur. Donc, c'est tracé, comment dire, il y a un tuto, tout est expliqué, mais voilà, c'est à prévoir, donc faire intervenir peut-être vos techniciens pour l'installation et la configuration de ces lecteurs. On n'oublie pas que voilà, on va avoir peut-être des usages en plus, donc pensez à ponctuellement bien vérifier qu'on n'ait pas besoin de rajouter un poste par-ci, par-là, à l'infirmerie, dans le cabinet de consulte, par exemple. Donc peut-être anticiper sur quelques postes complémentaires. Voilà pour la logistique. Sur la partie application, il vous faut un DUI qui soit compatible. Donc les plans SMS et SONS sont là pour accompagner le financement et le déploiement de ces outils-là. Donc c'est important. Et l'essentiel, c'est que vous ayez un DUI qui soit compatible avec ça et ou que le professionnel ait son propre accès au DMP. En complément, on sait, je l'ai dit tout à l'heure, la messagerie de santé est un autre vecteur qui permet aussi d'échanger, qui vient, encore une fois, en complément pour poursuivre les échanges sur des données sensibles, donc entre professionnels habilités. Donc, c'est souvent des projets qu'on mène de pair. Et peut-être un petit peu aussi e-parcours, non? Ça ne peut pas rentrer dans cette... E-parcours répond effectivement parfaitement à une catégorie d'acteurs. Ça ne va pas être intéressant pour tous, mais effectivement, ça fait partie des outils qu'on va pouvoir déployer de manière concomitante dès qu'on a une prise en charge multi-professionnelle et multi-établissement, j'ai envie de dire. On a une petite question dans le chat éventuellement. Je t'écoute. De François. Rôle des MJPM, alors moi je ne sais pas ce que c'est, et de la personne de confiance dans la gestion des accès. Effectivement, MJPM, François, si vous voulez nous éclairer sur le RIM. La personne de confiance dans la gestion des accès. Aujourd'hui, mon espace santé, c'est pas exactement tout à fait bien prévu, pour être tout à fait transparent. Il y a Aidant Connect qui cadre un petit peu ça, mais c'est encore un petit peu en partage. Il y a plus les représentants légaux, mais les personnes de confiance, c'est plus compliqué. C'est ça. Alors, par contre, je ne sais pas, François, qui est encore là. Ouais, écoute, il va nous mettre la traduction. Mandataire de protection juridique des mineurs. Merci. Merci Claire. Oui, alors eux, par contre, c'est plus simple, ils ont un accès. Ils doivent pouvoir accéder au dossier. Ils sont autorisés. Eux, c'est bien cadré. Par contre, c'est moins sur
la personne de confiance, la famille et l'entourage. C'est plus à base de tiens, voilà mon identifiant, je me connecte. Voilà. Pour avancer un petit peu, parce que le temps passe, Oui. dans les grandes étapes du déploiement, trois focus à avoir, hein. Bien cadrer le départ avec un soutien de la direction et l'implication dès le départ de l'équipe médicale, les IDE, les médecins co, enfin, voilà, votre équipe médicale doit être intégrée dans cette démarche dès le début, si ce n'est porter, mais en tout cas bien comprendre le sujet. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un petit peu de mise en œuvre, hein, donc prévoyez un trimestre, on va dire, autour de l'installation de la commande et l'installation des cartes et votre dossier d'usager compatible. Et puis, sur la fin, sur le pilotage et la mise en œuvre, beaucoup de communication, prévoir un petit temps de formation, parce qu'il y a des nouvelles pratiques, des nouveaux usages au sein de vos professionnels qui vont arriver, donc il faut les former, anticiper sur ce changement et les former. Et puis, on n'oublie pas qu'il faut tenir la pression, on va dire, ou en tout cas maintenir les usages dans la durée pour éviter qu'il y ait un effet d'essoufflement et de perte de pratique qui s'opère. Ça serait contre-productif et peu bénéfique pour tous. Voilà, je crois, ce que j'avais de principal à vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, je n'en vois pas. Non, après, ça va plus être sur les activations, mais on... Ah, du coup, on t'a perdu, Marielle. Oui, sur les activations, effectivement, c'est plutôt naturel et obligatoire, on va dire, pour tout le monde. Il y a quelques exceptions qui sont à gérer sur les personnes qui refusent, qui ont fermé leur espace santé. Donc, comme on l'a fait sur la problématique autour de l'RGPD, voilà, ça passe par l'accompagnement, l'explication du pourquoi on a besoin de tout ça. Et je pense qu'on devrait pouvoir limiter les problématiques autour de ces sujets-là dès que les personnes auront compris pourquoi. Ah, le comeback. Oui, mon ordinateur s'est éteint, je suis navrée. Problème technique, m'a mis. J'ai complété ta question et j'ai répondu. Pour conclure, on vous propose quelques événements, quelques rendez-vous dans les jours et les semaines à venir. La semaine prochaine, donc à midi, on continue le tour du dossier usager informatisé. On va essayer de dresser un panel des principaux éditeurs, un tour d'horizon des éditeurs, savoir où ils en sont, ce qu'ils proposent, de manière collégiale avec mes collègues du collectif. Ensuite, à 13h, donc 30, un focus sur la partie DMP pour le non médicalisé. Le 6 avril, deuxième groupe de travail pour travailler ensemble avec nous au sein du collectif. On essaye d'avancer sur comment réaliser un diagnostic de son système d'information. On essaiera peut-être même d'en remplir un en live. Donc, inscrivez-vous, ce sera de 10h à midi en visioconférence. Et puis, on a remis les informations pour obtenir de l'aide dans le cadre du plan SMS numérique et SOLS. 2 adresses mail du GRAD et de l'ARS pour échanger en direct pour toute question. Et puis, un formulaire qui vous permet de vous inscrire en disant « Je suis porteur, j'ai envie d'y aller, mais aidez-moi. Je suis perdu, j'ai besoin d'amis. » Ce formulaire est là pour ça et on reviendra vers vous pour avancer. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre participation, de vos questions et puis on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bon après-midi.